j'en ai gardé certaines. Donc, à présent, on va passer la parole à professeur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé des universités, pour qu'il nous présente le livre, qui va donner envie d'acheter, bien sûr. Après son exposé, monsieur le ministre, messieurs les ministres, après son exposé, moi je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. Il a bien exposé son livre et il l'a bien vendu. Il a tellement bien vendu qu'il est passé dans une digression sur le débat sur le franc CFA qui me pose moi-même jusqu'à présent des problèmes. Je n'arrive pas à trop bien comprendre. Peut-être que vous, les économistes et les banquiers, vous allez nous expliquer. Je disais hier ou avant-hier dans un débat à l'université sur le CFA, je leur disais que pour nous les juristes, en tout cas, on a des difficultés avec cette monnaie-là. On ne sait pas c'est quoi, au fond. Et cette monnaie, pour moi, c'est une institution de droit public qui doit être attachée à un État. C'est cela. Et quand il dit que la zone euro s'est inspirée de la zone CFA pour se mettre en place, je comprends maintenant. Parce que chez nous, ce n'est pas rattaché, le CFA n'est pas rattaché à un État, État-nation comme on le définit, hein, l'État-nation, le territoire, le drapeau, l'hymne et tout ce que ça comporte. C'est rattaché à une sorte de nébuleuse qui tourne autour de l'idée de banque européenne, banque centrale. Et c'est pour ça, j'ai vu quand on a banque centrale, que les Européens également adossent leur euro au niveau de la banque européenne. Il y a peut-être des choses à voir de ce point de vue-là. En tout cas, c'est une digression, mais c'était très intéressant. Je voudrais dire à tout le monde que je suis très heureux de me retrouver ici. Vraiment, très très heureux. Et de retrouver des amis, c'est comme ça que je peux dire. Parce qu'il y a quelques années, on était dans une autre situation, mais aujourd'hui, je les appelle par leur prénom. Elhadj Omar, Ibrahima, Daouda, Mohamed, qu'on appelle Mbeur, Samba, Itei, Ahma, Aïchir, que c'est une fierté de me retrouver, Ibrahima, et de me donner l'occasion de leur parler. Je les vois de temps en temps, certains d'entre eux que je vois. Le général, je le vois de moins en moins. Samba Bitey, je le vois de moins en moins. J'aurais dû appeler Isaïen Kobanya et Diaw Diouf pour qu'ils soient ici. Si tu m'avais dit, ils seraient là. Parce qu'on était trois et on était avec vous et on était très contents. Et jusqu'à présent, on est fiers, vraiment fiers de vous retrouver à ce niveau de responsabilité et de nous dire également encore une chose qui me paraît essentielle et sur laquelle on n'a pas l'habitude d'insister. Mais monsieur le ministre, je crois que l'université sénégalaise, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment quelque chose. On a l'habitude de dire que l'université, ça vaut rien. Les étudiants sont nuls, les profs sont nuls. On a l'habitude, quelquefois, il y a même des journaux qui le titrent. Mais aujourd'hui, ceux qui dirigent ce pays-là, ils sont des produits de l'université. Ceux qui sont à des postes de responsabilité les plus importants, ils sont issus de l'université. Et cela nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce qu'on se dit peut-être que notre vie n'aura pas été une vie vaine. Parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps à l'université et on a aidé à construire ces cadres-là, même si ce n'est pas nous qui les avons formés, parce que la plupart des formations proviennent de la famille d'abord. Et je crois que vos familles ont fait quelque chose également, ont fait en sorte que vous soyez à ce niveau-là. Encore une fois, vraiment, je voudrais vous exprimer cela. Ma fierté, c'est peut-être moi, professeur Sakho, qui parle, mais ce serait la même chose si Ndiaw Diouf était là, ce serait la même chose si Isaïen Kobanya était là, ce serait la même chose si ceux qui nous ont quittés étaient là. En tout cas, vraiment, merci vraiment. Merci. Alors aujourd'hui, il me donne l'occasion de parler et il me donne l'occasion de me retrouver dans une posture qui est celle de quelqu'un qui doit apprécier ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait est tellement important que je continuerai dans la fierté, monsieur le ministre, en disant que les Wolofs, ils disent Bernadaram. Voilà, la première édition, on l'a fait ensemble, on a signé ensemble. Et quand j'ai vu la seconde édition sans mon nom, je dis voilà, il a pris son indépendance et il peut maintenant se permettre de faire partie de ce qu'on appelle la doctrine, et ça fait plaisir. Et il l'a tellement bien fait que c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous parler de cet ouvrage-là. Non, Youm, il viendra tout à l'heure. Je crois que lui, il a corrigé. Il viendra tout à l'heure. Mais tu as tout à l'heure parlé de la dernière version de l'acte uniforme de 2010. Nous, on avait une première version, c'était le COCC, avec la troisième partie du COCC, les garanties et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, la première version de l'acte uniforme est venue, et la dernière version, elle a bouleversé. Elle a vraiment fait d'énormes changements. Elle a bouleversé quasiment la matière des garanties. Cette version, elle a réaménagé ce qu'on appelle les sûretés classiques que nous avons connues depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, la troisième partie du COCC, qui datait de 1976. Et cet acte uniforme de 2010, il a procédé, et il y a eu des étudiants qui ont fait des études là-dessus, il y a même une thèse sur la modernisation du droit des sûretés. On a dit qu'il a modernisé les sûretés en introduisant plusieurs formes de garanties qui sont issues notamment de la pratique bancaire. Parce que la pratique bancaire a permis d'enrichir le domaine des sûretés. Les mécanismes qu'on a consacrés dans cet acte uniforme, ils sont divers. Ils sont des régimes différents.
institution d'agents de sûreté, il en parle. Je vais y revenir. Des hypothèques, c'est classique, mais il en parle dans leurs versions les plus récentes. En passant par le droit de rétention, je vais y revenir tout à l'heure. Les sûretés propriétés, ça également, je vais en parler tout à l'heure. Les gages, les nantissements, les créanciers, et en particulier les banques, avec tout cela, tout cet arsenal, ont désormais à disposition un important arsenal d'instruments qui sont propres à sécuriser dans une large mesure leurs engagements. Mais on sait que par expérience, il ne s'agit pas seulement de lister, ce n'est pas suffisant. Je sais également que par expérience, même s'il vient de le dire, le risque zéro, ça n'existe pas. Les banquiers auront beau essayer de minimiser les risques, ça n'existe pas, il y en aura toujours. Il y aura toujours un risque à propos du prêteur d'argent en matière de crédit. En conséquence, aujourd'hui, on cherche par des procédés qui incluent une démarche de recherche d'efficacité maximale, de garantie. On cherche, notamment les créanciers et les banquiers cherchent à s'inscrire de plus en plus dans l'objectif d'une sorte d'utilisation efficiente des garanties. Comment faire pour que les garanties soient efficaces? Et c'est cela la préoccupation la plus essentielle et que l'on retrouve dans ton livre d'ailleurs. Tu y es arrivé. Et je vais montrer tout à l'heure que tu es arrivé à montrer qu'on peut avoir une utilisation efficace de ces garanties-là. Comment? Cette démarche, on l'appelle optimisation. Je croyais que j'allais la trouver dans ton texte, je ne l'ai pas trouvée. C'est la démarche d'optimisation des sûretés. Une démarche d'optimisation des sûretés, comme on le fait en matière fiscale, hein, optimiser la matière fiscale, optimiser l'utilisation de la fiscalité pour que, pas seulement vous ne payez pas moins d'impôts, mais vous payez des impôts de manière efficace. Et c'est cela qui est intéressant. Les sûretés également, comment faire pour les utiliser de manière efficace. La démarche d'optimisation, elle s'est imposée dans beaucoup de relations juridiques aujourd'hui, notamment en matière fiscale. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'avoir le meilleur mécanisme possible quant à la conformité légale, pas seulement se mettre en conformité avec la loi, mais il faut aussi que la solution que l'on va choisir soit une solution qui soit efficace et qui réponde aux besoins des sujets de droit. C'est cela l'optimisation en réalité. On voudrait faire en sorte que le droit que l'on va appliquer, pas seulement conforme à la loi, mais que ce soit un droit qui nous donne satisfaction le maximum possible. C'est l'une des raisons pour lesquelles on parle d'optimisation. C'est utilisé en matière fiscale. Ici, l'optimisation des sûretés impose de discerner dans la gamme de toutes les sûretés dont il a parlé dans son livre, celles qui sont à mieux de protéger le banquier. Quelles sont les meilleures sûretés, les meilleures garanties que la loi offre et que l'on peut utiliser en tant que créancier. C'est une démarche qui commande de bien maîtriser d'abord les diligences qui permettent aux créanciers de conserver le rang, parce que quand il s'agit de payer, on fait un rang, il y en a qui sont premiers, il y en a qui sont derniers. On fait tout pour être dans les premiers. Et si on est dans les premiers, peut-être on a bien optimisé sa prise de garantie et ça nous permet d'y arriver. Ou les garanties par les procédés techniques suivants. Alors ces techniques-là, M. Ndiaye en parle. Il en parle, je vais en utiliser quelques-unes seulement pour permettre d'entrer dans ton livre. D'abord, pour optimiser la prise de garantie de sûreté, il faut peut-être procéder à une rédaction soignée des actes constitutifs de garantie au fin d'en extraire toutes les clauses imprécises. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité, Monsieur le ministre, on en parlait tout à l'heure, possibilité d'interprétation. Que ce soit clair quand on rédige et qu'il n'y ait pas de choses pas très claires. De ce point de vue, ceux qui liront le livre de M. Ndiaye sont servis à volonté. La vraie originalité, je peux même dire la plus-value ou l'apport essentiel du travail de M. Ndiaye, c'est dans la mise à disposition de formulaires pratiques. Ça, c'est une vraie plus-value qu'il a fait dans son livre. Quand on a fait la première édition et qu'on avait des formulaires, il y a eu des professions qui se sont rapprochées de moi. Ils m'ont dit, mais prof, tu déconnes. Ces formulaires-là, il ne faudra pas les mettre à disposition des clients. Nous, on facture. Et vous les mettez là et vous les vendez à 10 000 francs. Notre livre, on le vendait à 10 000, n'est-ce pas? Ils disent, vous le vendez à 10 000. Mais il y a un gars qui je dis, moi, je suis un prof, ce n'est pas mon problème. Moi, je mets à la disposition la connaissance. Bon, mais maintenant, ils ont compris depuis lors qu'il fallait au contraire. En matière de formulaire de crédit, après ce qu'il appelle, lui, dans son texte, prologuement et recommandations générales, il donne les formulaires de convention d'autorisation de découvert, que l'on utilise souvent dans les banques. Il donne des formulaires de convention d'ouverture de crédit, on en parle. Il donne des formulaires de convention de prêt personnel ordinaire ou immobilier, des conventions de prêt commerçant, des conventions de prêt de véhicules. Ça veut dire qu'en utilisant son livre, vous pouvez même rédiger votre convention et aller chez l'expert qui devra vous aider, l'avocat ou le notaire, et vous lui direz, voilà, moi, ce que je veux, et à ce moment-là, lui, il mettra toutes les formes qu'il faut. Ensuite, de la même manière, en ce qui concerne les sûretés, les formulaires sont mis à disposition du lecteur, après toujours ce qu'il a appelé les prologuements, qui sont des petits paragraphes là pour expliquer ce qui est à l'intérieur. Et c'est intéressant, ces petits paragraphes-là. Il donne acte de caution solidaire, lettre de garantie à première demande, acte de nantissement de droits d'associés, de valeurs mobilières, de compte de titres financiers,
acte de nantissement de véhicules, acte de nantissement de matériel et outillage, acte de nantissement de fonds de commerce étendu au matériel et outillage. Tout cela, les formulaires existent dans ce livre de M. Ndiaye là, et c'est pour ça, si vous dites 30 000 francs ou 32 000 francs, je crois que vous pouvez l'acheter. Voilà, je vais lui faire de la publicité un peu. Le deuxième point, c'est l'inclusion de stipulations propres à conférer aux créanciers un droit de priorité. Je vous ai dit que quand vous prenez une garantie, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un problème, vous soyez payé en premier. C'est ça que vous cherchez, payé en premier. Et lui, il a réussi en utilisant certaines de ces garanties, en montrant que certaines de ces garanties peuvent permettre aux créanciers d'avoir un droit de priorité d'être payés. Et de ce point de vue-là, on le retrouve et il a fait un chapitre. Je ne parlerai pas de tous les livres parce que sinon on va pas se quitter. Il a fait un petit chapitre qu'il a intitulé « La propriété qui est retenue à titre de garantie ». C'est intéressant. La propriété retenue à titre de garantie. Ça veut dire, je donne juste un petit exemple banal. Vous donnez votre livre à quelqu'un, ce monsieur l'utilise. Normalement, si vous l'avez mis quelque part en lui disant « je vous le prête », lui peut l'utiliser comme il veut. Mais le moment venu, vous avez la possibilité d'aller retirer votre livre, parce que s'il a des difficultés, si un créancier vient saisir ses biens chez lui, il ne va pas pouvoir saisir votre livre parce que le livre vous appartient. Et c'est ça, la propriété à titre de garantie. On s'organise pour faire en sorte que le bien qui va être mis à la disposition du créancier n'appartiendra jamais au créancier parce que vous en êtes propriétaire. Et s'il a une faillite, vous venez vous retirer votre bien et ça ne fait pas partie de la faillite. Et c'est cela qu'il a fait dans son chapitre, la propriété retenue à titre de garantie. Et il y a quelques exemples dans son livre. La clause de réserve de propriété, ça c'est le droit qui le fait. Clause de réserve de propriété. Et deuxièmement, c'est le crédit bail. Le crédit bail que vous connaissez très bien, les banquiers là. Le crédit bail, c'est un mécanisme qui permet à des gens qui ont besoin d'un matériel qui est très cher, très souvent. On l'a étendu à des choses maintenant comme les véhicules et tout ça. Mais au départ, le crédit bail, c'était pour des avions. C'était pour des biens qui étaient excessivement chers, qu'une entreprise ne peut pas acheter. On lui dit, vous allez prendre le bien, vous allez l'utiliser sous forme de crédit, et en même temps, vous êtes locataire. Et vous allez payer des loyers. Et à terme, au bout de certain temps, vous allez devenir propriétaire. C'est ça l'idée du crédit bail. Et tant qu'il l'utilise et qu'il n'a pas fini de payer les traites, il ne sera jamais propriétaire. Et s'il y a une faillite qui intervient, ça n'entrera pas dans la masse des biens à partager, vous venez retenir votre bien. Et c'est ça l'idée de la clause de réserve de propriété et l'idée de la garantie comme sûreté et compte. Évidemment, ça pose des problèmes de comptabilisation. Moi, ça m'a toujours posé des problèmes de comptabilisation. Monsieur le ministre banquier, la comptabilisation du crédit bail me pose des problèmes, moi. Pour nous, les juristes, le propriétaire, c'est celui qui a mis à disposition de l'utilisateur. Mais quand on regarde la comptabilité de l'utilisateur, on va retrouver le crédit bail, les biens en crédit bail dans ses actifs à lui, ses actifs. Or, ce n'est pas son bien. Et j'avoue que j'ai des difficultés, peut-être c'est parce que je suis un juriste que je ne comprends pas cela, et si vous avez la possibilité de nous expliquer, vous le ferez. Donc voilà les deux points que je voulais dire sur le contenu. Sinon, en termes toujours d'optimisation, M. Ndiaye nous donne des idées pour choisir en fonction des circonstances entre les sûretés que l'on peut avoir sur les actifs physiques de l'entreprise, nantissement de la totalité du fonds de commerce, gage de stock sur les biens incorporels, tout cela, ou bien donner un immeuble en hypothèque, et des garanties qu'on peut avoir sur les flux financiers. De plus en plus, avec la financiarisation de l'économie, de plus en plus, on prend des garanties sur les flux financiers. Et il en parle très bien, nantissement de créances, cession de créances à titre de garantie, etc. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il maîtrise très bien. Vraiment, franchement, ce n'est pas parce que c'est lui que je le dis, mais il le maîtrise très très bien, et il en parle très très bien. Et de manière très simple, comme disait tout à l'heure Karim, quand il en parle, c'est assez simple, assez facile à comprendre. Enfin, un dernier point qu'on peut prendre toujours dans le cadre de l'optimisation, prendre en compte le moment de la constitution de la garantie. À quel moment on doit prendre la garantie? C'est important parce que les juristes qui sont là connaissent ce qu'on appelle le droit des entreprises en difficulté, le droit des faillites. Il y a des moments quand vous prenez une garantie, cette garantie peut se retrouver, être prise en ce qu'on appelle période suspecte et ça ne marche plus. Et à ce moment-là, vous perdez tout. Donc le moment de la garantie également, elle est importante. Bref, l'optimisation impose de discerner dans la gamme des sûretés celle à même de protéger les expositions des créanciers, de les prémunir contre le risque de contrepartie et ou l'aléa normal. Donc ce livre, pour moi, c'est l'occasion de donner à ceux qui font métier de prêter de l'argent la possibilité de toujours optimiser leurs garanties, car il examine les sûretés sous un angle pragmatique, en pleine considération des préoccupations et exigences du crédit. Vous voyez que le livre parle de crédit, parle de sûreté, et ce sont les deux parties, la paix en deux parties. D'abord le crédit, ensuite les sûretés, qui font l'objet des développements, à mon avis, assez intelligents. M. Ndiaye est fidèle à la tradition des facultés de droit et des salles de TD. Les plans en deux parties, là, on vous a embêté avec ça. Plans en deux parties, ça ne veut rien dire.
Là, vous pouvez faire des plans à 10 parties, personne ne vous notera, vous faites ce que vous voulez. Mais à la fac, on vous embêtait avec des plans à 2 parties. Bon, lui, il est fidèle à ça, et il continue à le faire. Donc, le livre a vraiment adopté une démarche didactique qui permet une nette séparation de la théorie et de la pratique. La théorie, c'est les choses qu'il a données sous forme de cours, et la pratique, ce sont les formulaires. Et sur ce plan-là, il a réussi. Pour moi, il était question d'essayer de montrer en quelques minutes l'intérêt d'aller acquérir ce livre. J'espère que j'ai réussi et que je n'ai pas embêté les gens au point de ne pas prendre le livre. Je ne voulais pas déflorer complètement le contenu du livre. C'est pour cela que je vais me limiter à ça. Mais j'ai donné quand même des indications en vous disant que le livre est un instrument utile pour l'optimisation et en vous disant aussi que du point de vue de la forme, la présentation simple avec ce plan binaire facilite l'accès au contenu du livre. Ce doit normalement suffire largement pour vous demander d'acquérir le livre et je crois que vous le ferez. Un autre des intérêts du livre de M. Ndiaye est de permettre l'ouverture de perspectives et de la réflexion sur nos banques. Ça, lui, il a commencé avec le CFA. Son préfacier a commencé avec la finance islamique. Moi, j'ai envie de poursuivre avec la question de la prise en compte du crédit dans le secteur informel. C'est un problème énorme. C'est un gros problème. Et quand, à l'époque, je commençais à enseigner et que j'avais vu qu'il y avait une loi sur les mutuelles d'épargne et de crédit spécifique, une loi sur les mutuelles d'épargne et de crédit et une loi bancaire, la grande loi bancaire. 2 lois. Et je disais, pourtant, moi, quand je vais à la fac et que je donne mon cours, je dis la loi, elle est générale, elle est impersonnelle. Une seule loi pour les citoyens. Comment ça se fait que pour un secteur, il y ait 2 lois? Secteur du crédit, le petit crédit a sa loi, le grand crédit a sa loi. Ça veut dire que la Banque centrale, à un moment donné, a pris en compte la réalité. Les mutuelles d'épargne et de crédit ne peuvent pas être traitées de la même manière que la grande banque, comme les banques qu'on retrouve. Et donc, il y a eu 2 lois. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre, la manière dont on traite les entreprises de microcrédit, ça me pose des problèmes. Et je crois j'ai l'impression qu'on est en train de les pousser de plus en plus à adopter soit la forme, soit le mode de fonctionnement des grandes banques. Et à ce moment-là, quel est l'intérêt d'avoir du microcrédit? Est-ce qu'on prend en compte la manière dont nous fonctionnons dans nos économies? Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Normalement, on utilise le droit, mais le droit qu'on utilise, il est un peu figé, il est importé, il n'est peut-être pas très adapté à ce que nous voulons. Et de ce point de vue-là, aussi bien le secteur informel du crédit que l'utilisation de la finance islamique devrait pouvoir nous amener à réfléchir et à montrer que, et c'est pour cela, je crois qu'il vous a jeté un défi. Vous dites, votre prochain livre doit tourner vers ça. Il doit tourner non seulement vers la finance islamique, mais il doit aussi tourner vers la prise en compte du secteur informel du crédit. Voilà ce que je voulais dire en vous exprimant encore une fois ma fierté de vous voir, cher. Merci. Tout le monde. Voilà, c'est comme ça que je peux dire. Merci beaucoup.